Et salut tout le monde, salut Brice, salut Brice. Ouais, ça va être difficile ce live avec les prénoms. Comment vous allez? Top. Et toi? Top, bah Très écoute, bien. ça va très bien. Tu sais qu'on a fait 26 lives cette année, c'est le dernier, et tu es un des premiers à me demander: «Et toi?» quand je pose cette question, donc merci pour ça. Heu, C'est un plaisir. on est beaucoup, j'ai envie de dire ce matin, mais non, carrément, on est midi. Beaucoup pour parler de deux sujets qui sont assez chauds. On en dit beaucoup de choses, l'automatisation, l'IA, le recrutement. Et vous allez voir que tout l'enjeu de ce live, ça va être de démystifier ces notions pour rentrer vraiment dans des cas hyper concrets, hyper pratiques. Avant tout ça, ceux qui nous suivent depuis quelques lives savent à quel point je suis en stressé des débuts de live en termes de technique. Donc si vous pouvez me rassurer dans le chat en me disant par exemple la météo qu'il fait chez vous et où vous êtes, ça me rassurerait. Non seulement pour que vous voyez où est le chat, l'idée c'est vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions lors de l'heure qu'on a ensemble, et surtout ça me rassurerait à savoir qu'on ne parle pas dans le vide. Hello Marie, tu nous devances, on nous entend bien, il fait froid, elle connaît bien l'exercice. Salut Kevin, salut Marie et salut à tout le monde qui nous rejoignent. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est 2 choses. La première, vous transmettre des conseils hyper concrets en direct, et la deuxième, c'est de passer un moment ensemble. En fait, nous, on déteste les webinars où on a des slides qui défilent et où nous, on parle, vous nous écoutez. L'idée, c'est vraiment d'avoir un moment commun. Donc, on est là pour vous. N'hésitez pas à vous poser toutes vos questions, vos remarques. Je serai un peu la voix du public aujourd'hui pour faire remonter ça à nos 2 experts. Et justement, nos 2 experts que j'ai amenés aujourd'hui, heu, Brice, est-ce que et ouais, ça va être difficile, je vous ai prévenu. Est-ce qu'éventuellement, peut-être pour vous présenter, on va faire les choses un peu différemment. Est-ce que vous pouvez, nous dire ce que vous faites aujourd'hui et en quoi l'IA ou l'automatisation a changé votre manière de travailler ou de recruter? Et je vais passer la parole, parce que sinon ce sera plus simple, peut-être à Brice de la grosse machine, qui est à ma gauche. OK, je démarre. Effectivement, ça va être un peu, compliqué les Brice et Brice, donc précise à chaque fois C'est Brice, ça, je vais Brice faire ça A ou Brice B. Ouais, c'est ça. exactement. Bon donc je m'appelle Brice, je suis le CEO d'une boîte qui s'appelle La Grosse Machine, qui est un outil d'automatisation, qui va vous permettre d'automatiser ce que vous faites déjà à la main et de gagner du temps avec ça. Automatiser la prospection en particulier, donc la prise de contact sur LinkedIn, par email. On reviendra dessus, mais l'idée, c'est de faire des choses que vous feriez déjà à la main. Et je pense Mmh. que c'est le pont entre justement l'automatisation et l'IA. C'est on va pas essayer de créer quelque chose de nouveau, on va juste essayer de faire mieux ce que l'on fait déjà. Ouais. Et donc, la grosse machine existe depuis 3 ans, on est une trentaine, et on a des clients en France, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Mmh. Et je confirme, alors l'idée c'est pas du tout de faire de la publicité, mais nous on utilise la grosse machine depuis 1 an chez Skills, pour que nos recruteurs vraiment puissent optimiser leur approche et passer plus de temps avec les candidats. On pourra en reparler aussi, et je confirme que c'est top. Donc merci d'être là. C'est pour l'invitation. Brice, de ce côté-là, qui es-tu? Le pro des lives d'ailleurs, tu fais des lives incroyables que je suis souvent sur ChatGPT, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en plus de ton parcours, d'ancien recruteur? Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, donc pour me présenter rapidement, donc moi j'étais recruteur pendant 10 ans sur du middle up, donc en cabinet, Ouais. pour ceux qui sont du cru. Donc j'ai fait de l'approche directe comme j'ai fait du recrutement au succès pur, etc. Donc je connais assez bien le métier de recruteur en cabinet. J'ai arrêté tout ça et je me suis tourné vers la création de contenu. J'ai monté un business autour de la création de contenu, donc ghostwriting, copywriting, et j'ai intégré ChatGPT à tous les niveaux. Voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai rencontré Jérémy Guillot, à qui on passe le bonjour, parce que je crois que tu l'avais reçu aussi Exactement, dans un live en précédent. avril, ouais, où on parlait effectivement de recruter sur LinkedIn qui avait cartonné. Donc la boucle est bouclée. Exactement. Et on a lancé une formation donc en avril, et aujourd'hui, on doit avoir 1300 ou 1400 clients. Et en effet, on a fait pas mal de live pour expliquer un petit peu ce que c'est ChatGPT, comment l'utiliser sur le marketing, la vente et le recrutement. Et j'anime aussi des formations pour des cabinets de recrutement en direct, donc sur une journée complète, quoi. Génial. Donc tu es aussi la très bonne personne pour parler de ce sujet qui est l'IA, et c'est pour ça que je voulais vous inviter tous les 2.
parce qu'il y avait une vraie complémentarité sur les 2 sujets qu'on va aborder aujourd'hui. L'idée, je vous ai dit, c'est, on peut vite se perdre en fait aujourd'hui dans l'IA, l'automatisation. Il y a plein d'outils qui sortent tous les jours, heu et même quand on sait à quel point c'est important de prendre le train en marche, notamment dans ces recrutements, on peut se dire que c'est insurmontable. Le sujet du live aujourd'hui, c'est de prendre le contre-coup de ça et en 1 heure, aujourd'hui, vous montrer des méthodes pratiques éprouvées. Donc il y aura 2 grandes méthodes, vous allez voir, sur l'approche et sur la création de contenu, qui vous rapportent vraiment des résultats, sur des technos qui n'ont pas forcément besoin d'être un technicien pour suivre et donc voilà, l'idée, c'est d'être davantage dans le comment que le pourquoi, et c'est un petit peu dans la veine de tous nos lives, donc encore une fois, ravi de vous avoir aujourd'hui. Donc l'idée, encore une fois, c'est que nous, on a des questions qu'on va poser aux invités, mais bien sûr, n'hésitez pas à interagir encore une fois. Je vais peut-être lancer le débat, sur les avantages de l'automatisation de l'IA, on peut revenir sur ça, on parle beaucoup de gain de temps, mais je pense qu'il faut quand même qu'on remette l'humain au centre et Brice, tac, tu nous disais quelque chose de très vrai et notamment avec la grosse machine, qui est de favoriser la rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et est-ce que vous avez eu vraiment des impacts de l'utilisation de l'IA ou l'automatisation dans la rencontre candidat? Oui, nous on est tellement convaincus de l'utilité et de l'impact de l'automatisation qu'on en a fait un SaaS. Donc oui, bien entendu, l'impact est très important. Moi, ce sur quoi je voulais revenir en particulier là-dessus, c'est donc effectivement, là, tu l'as noté à l'écran, c'est la rencontre des 2. C'est qu'en fait, le principe de l'automatisation est vieux comme internet, je pense. À partir du moment où on fait plus de 3 fois la même chose dans une semaine, moi je pète un câble, en interne, je m'appelle monsieur outil, je veux trouver quelque chose pour me permettre d'éviter de la faire une 4e fois, parce que si c'est 4 fois exactement la même chose, ça sert à rien de le faire encore et encore la même chose. Donc pour moi, l'automatisation a des vertus énormes en termes de gain de productivité, mais on était bloqué jusqu'à récemment, bloqué sur certaines choses qu'on ne pouvait pas automatiser. Parce qu'on devait faire en sorte de processer, donc on n'appelait pas ça de l'automatisation, mais de la processisation, faire en sorte de processer, mettre en place des process qui vont nous permettre de pallier au manque de possibilités d'automatisation. Dès que ça faisait appel à des ressources humaines, on devait passer par plus d'humains sur certaines tâches. La rédaction en faisait partie, la segmentation également. Il y a plein de tâches dans le quotidien qui ne pouvaient pas être automatisées. Grâce à l'IA, maintenant, on va pouvoir justement s'attaquer à automatiser des choses qui ne l'étaient pas dans le passé. Mais pour autant, en aucun cas, et c'est le principe d'une hype, là il y a une hype incroyable autour de l'IA, et donc du coup, dès qu'il y a une hype, tout le monde se jette dessus, et y compris des personnes qui n'ont pas forcément le bon état d'esprit à la base, et donc font pas forcément des choses qui sont incroyablement bien. Et qui vont donc automatiser ou faire à une IA des choses qu'ils n'auraient pas fait à la main eux-mêmes. Et c'est tout l'opposé de ce qu'il faut faire, bien entendu. Donc je pense qu'on reviendra, je ne sais pas si j'en parle maintenant ou plus tard, mais grosso modo, le point commun entre les 2, pour moi, c'est vraiment ça, c'est si tu fais quelque chose plusieurs fois, il y a un moment, arrête de le faire, parce que c'est pénible, faire tout le temps, tous les jours la même chose, ça doit être vraiment pénible. Et puis en plus, un robot, c'est bête et discipliné, hein, donc si tu lui expliques bien quoi faire, la 2e fois, il la fera exactement identique à la 1re, et identique la 3e, et 4e, et 5e, et 7e fois. Donc du coup, la qualité aussi que tu vas produire sera bien meilleure si tu as bien fait ton travail en définition, en amont. Absolument, absolument. Et donc, effectivement, quand automatiser, j'aime bien cette règle des plus de 3 fois, par semaine quand tu fais une tâche. Et pourquoi automatiser finalement? Gagner du temps, mais peut-être nous focus, et je pense que c'est important en préambule de remettre l'humain, parce qu'on parle d'IA, on parle de robots, on peut vite déshumaniser la relation qu'on a avec le candidat. Absolument. Hem Et c'est pour ça aussi que je t'avais invité la grosse machine, parce que justement, dans votre nouvelle identité, vous voulez mettre en avant cette rencontre avec soit le prospect, soit le candidat. Donc C'est c'est ça. important de le préciser. Le but de l'automatisation, et je vois David qui demande des exemples, donc si tu veux, je vais en donner un. Le but de l'automatisation n'est pas d'automatiser. En soi, on s'en fout d'automatiser. Le but n'est clairement pas là, le but est de créer des conversations. D'accord? Donc dans notre cas, la grosse machine, notre but, c'est de créer des conversations, créer des séquences, dans notre cas, des séquences de prospection, dont le but ultime est de créer des conversations. Donc si je donne un exemple pour aller dans le sens de ce que David
demande. Donc je redis, moi, notre positionnement, c'est n'automatise pas quelque chose que tu n'aurais pas fait à la main, d'accord? Très, très clairement. Donc si je te donne 2 exemples qui vont être un peu proches de ce que l'on peut faire en recrutement. Bon, moi, j'ai pas travaillé en recrutement, donc peut-être que Brice aura d'autres exemples, hésite pas, Brice, à compléter. Mais grosso modo, moi, je vois 2 cas d'usage, disons, assez clivants. Le premier, je vais aller chercher des C-level. Je vais chercher des C-level. L'univers adressable des C-level est restreint. Il est restreint, chaque personne est unique, les compétences que je recherche sont très spécifiques. Je veux tout faire à la main, bien entendu, parce que je vais pas contacter de la même manière tel et tel C-level, et donc du coup, le contenu que tu vas proposer, la manière de contacter cette personne, les canaux sur lesquels tu vas les engager, est-ce que tu vas le faire du LinkedIn, de l'email, du Twitter, est-ce qu'il a un blog, ce genre de truc, tu vas le faire à la main. Et en aucun cas, tu as envie d'automatiser ce genre de choses parce que ton univers adressable, je reviendrai toujours à ça, l'univers adressable est petit. D'accord. Maintenant, on prend un autre exemple, deuxième exemple. Exemple de un univers adressable, au contraire, large. On fait une chasse sur des responsables marketing, des business développeurs, ou même des vendeurs en magasin. Des choses qui sont des postes qui vont être un peu moins demandeurs en compétences fortes, la différence d'un C-level où on va en avoir quand même moins en France. Donc du coup, notre univers adressable est plus large. Et si on y réfléchit un petit peu, on va probablement, et je serai preneur de vos avis en commentaire, mais probablement faire en sorte que le premier message soit personnalisé, très fortement personnalisé, c'est normal, il faut s'intéresser à la personne à qui on parle, mais est-ce que vos relances sont personnalisées? Est-ce que le fait que vous vérifiez qu'après une demande de contact sur LinkedIn, il vous est accepté 1 jour après, 2 jours après, 3 jours après, est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire de le laisser à votre cerveau et à votre charge mentale? Est-ce que le relancer 3 jours après que vous ayez envoyé un message, avec un message qui probablement sera encore une fois relativement standard, ne nécessiterait pas un peu d'automatisation? Si on prend une séquence simple, je demande en contact, une fois qu'il m'a accepté, je lui envoie un message, et puis un follow-up, une relance par email quelques jours après sur son email perso, c'est mieux. On est dans le cadre d'un recrutement, c'est mieux que sur la boîte. Si on envoie sur un email, donc du coup, sur juste ces 3 petites étapes, je dois demander en contact, vérifier qu'il m'a accepté, le contacter au bon moment, trouver son email perso et le contacter par email. Ces 5 étapes, même si elles ne nous prennent qu'une minute, pour 100 personnes, c'est 500 minutes. 500 minutes, c'est 7 heures, 8 heures, 10 heures, 9 heures. Bon, vous voyez, c'est ce genre de truc. Et en fait, si on pense ça de cette manière, c'est 500 minutes de trop. Exact. Elles n'ont pas une forte valeur. La vraie valeur, c'est sur le premier message qui doit être effectivement personnalisé, mais la relance qui dit « Est-ce que vous avez vu mon message? Est-ce qu'on peut en parler ?» Elle est grosso modo la même. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment sur ça qu'on doit s'axer, c'est n'automatisez pas ce que vous faites, ce que vous ne feriez pas, mais par contre, optimisez, automatisez lorsque vous répétez la même chose. Est-ce que... Je ne sais pas exactement comment tu veux structurer la chose. Si tu veux, moi je voulais montrer la manière dont on le faisait, mais c'est peut-être pas le bon endroit ou le bon moment. On pourra faire un partage d'écran, ou alors éventuellement ce que je peux faire, ce sera peut-être plus simple, c'est éventuellement je vous mets le QR code si vous souhaitez découvrir la grosse machine. Comme ça en parallèle on peut avancer. Parce que si on résume, moi je connais plein de recruteurs qui ont encore des fichiers Excel pour suivre les 100 candidats qu'ils ont approchés, avec des relances à J+3, J+6, et c'est autant de temps en fait qu'ils ne passent pas avec les candidats à réfléchir, à préparer des entretiens avec eux, à les coacher. Et donc tout l'enjeu effectivement d'un outil comme la grosse machine, ça va être de faire toutes les tâches hyper chronophages et avec peu de valeur ajoutée à votre place. J'irais même au-delà de l'enjeu de notre outil, c'est l'enjeu du recruteur que de passer plus de temps à discuter, converser. Donc, comme je vous disais, notre objectif, c'est de créer des conversations. Le plus de temps à converser avec les bonnes personnes. Exactement. Et moins de temps à prospecter des candidats. Exactement. Brice, de ce côté-là, toi qui étais recruteur, est-ce que c'est... parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant d'outils d'automation qui existaient. Est-ce que c'était un frein que tu avais en tant que recruteur de passer du temps hyper Alors, moi, j'ai connu 2 grands univers. J'ai connu un univers chez Hays, cabinet de recrutement bien connu, qui est extrêmement processé, qui a un outil en interne qui est ultra huilé. Voilà, c'est une plateforme unique où on fait absolument tout. L'avantage, c'est que du coup, tout est tracé.
Ça fait longtemps que je suis parti, donc ça a dû évoluer depuis. Mais déjà à l'époque, c'était extrêmement tracé et très processé. Et en fait, ma vision de la chose, c'est que sans IA, etc., quand c'est extrêmement processé, il y a un énorme avantage. On a parlé du recruteur, mais on peut aussi parler du manager du recruteur. L'avantage, en fait, c'est que on sait comment la personne va travailler si on processe bien et on peut mettre en place des process ultra efficients. Ce qui était le cas chez Ace, qui est une machine ultra bien huilée, ça marche super bien. Et j'ai connu aussi le contexte où, alors je vais pas nommer parce que je veux pas tirer dans le dos, mais on avait un outil en interne qui n'était pas extraordinaire. Donc il y avait en effet des recruteurs qui passaient par Excel plutôt que par l'outil en interne pour gérer les candidats parce que c'était limite plus efficace. Et là, on faisait comme on voulait, chacun travaillait comme on voulait et on n'était absolument pas processé. Donc il y a un peu les deux extrêmes. Moi, je pense d'un point de vue, si on a une vision du recrutement cabinet purement business, l'intérêt d'intégrer un peu d'automatisation sur les tâches qu'a donné Brice, hein, c'est-à-dire les tâches en fait où on n'a pas forcément besoin d'ultra personnaliser, où c'est des relances, on a déjà eu un contact, etc. Là-dessus, ou même déjà le client, si on parle que du client, plus que le candidat, le client nous remercie de le relancer des fois parce que bah, ça fait partie aussi du boulot de relancer les gens, etc. Les candidats aussi, les candidats qui sont très demandés. Tout ça, pour moi, ça peut avoir vraiment une vision business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un cabinet ou même on est talent acquisition manager, on peut se dire, OK, si j'intègre certaines parties d'automatisation, un outil comme la grosse machine, etc., en fait, je permets à mes collaborateurs d'être beaucoup plus efficients, d'avoir un process qui est beaucoup plus efficient sans alourdir leur charge de travail, quoi. Et ça, moi, le gros pain point que j'avais, le gros point de friction que j'avais quand j'étais recruteur, c'était toute cette petite tâche qui s'additionne et en fait, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de rien faire. Et, Mm. et c'est vraiment ça, la vie de recruteur pour moi, c'est que on n'a jamais le temps de rien faire. On a cette impression parce que ça tourne tout le temps, ça tourne tout le temps, ça s'arrête jamais. Quand on ferme un poste, on en a trois autres qui sont ouverts. Là, j'ai la vision très cabinet, hein. Mais si on recrute pour une grosse boîte, c'est un peu la même chose. Il y a des postes tout le temps, etc. Donc pour moi, c'est un gros avantage pour ça. Il faut aussi avoir, je pense, la vision manager de se dire, OK, si je mets ça en place, c'est un travail, je pense, qui est vachement intéressant pour optimiser tout ça et soulager ses équipes, en fait. Et encore une fois, comme tu le disais, l'idée, c'est de dégager du temps pour l'accorder en fait plus en direct avec les candidats. Moi, je faisais entre 10 et 15 heures d'entretien par semaine quand j'étais chez Ace, donc rythme assez élevé. Mais en plus de ça, je devais faire du développement commercial. En plus de ça, je devais faire des visites clients. Je sortais 2, 3 fois par semaine, etc. Enfin, forcément, la qualité des entretiens n'est pas la même quand tu fais tout ça que quand tu as la moitié qui est automatisée, c'est sûr. Exactement. Et je rebondis parce qu'on a des questions sur le replay. Oui, il y aura un replay dispo, mais pour poser toutes vos questions, c'est en live. Brice, tu voulais rebondir? Ouais, non, je pense que j'allais rebondir et puis il a dit exactement ce que j'allais dire. Donc, non, non, ça me va très bien, je suis tout à fait Non. aligné avec ça. Mais- La charge mentale est pour moi quelque chose d'hyper. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille en fait. Donc, ne pas pouvoir. Quand tu as pris l'habitude d'utiliser ce type d'outil d'automatisation, instinctivement, et ça peut devenir un défaut, mais instinctivement, tu oublies des choses. Il y a des choses que tu ne fais plus et que tu sors de ta tête. Et cette sérénité-là, elle est presque aussi puissante que l'automatisation en elle-même. C'est vraiment quelque chose que moi, je vis au quotidien. Je confirme, moi aussi. Et du coup, alors on a vu le pourquoi automatiser. Aujourd'hui, le plan du live, c'est par où on commence pour automatiser et ensuite comment est-ce qu'on utilise ChatGPT pour se différencier. Vous verrez, aller plus loin. Et donc, première question que j'ai envie de te poser, Brice, et vous poser à vous deux. Ok, certes, j'ai envie d'automatiser aujourd'hui mon approche candidat. Par où je commence? Je pense qu'on ne va pas révolutionner. À nouveau, l'idée n'est pas de révolutionner la manière de travailler, mais plutôt la manière de procéder, mais la manière de travailler. Donc, le process doit rester le même. Je présume que, a priori, on commence par une segmentation. D'accord? Donc, on ne va pas changer les choses, on va continuer à segmenter. Et à segmenter, il y a plein de manières de segmenter. Je pense que LinkedIn, on est sur LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn est probablement votre terrain de chasse privilégié. Il y a différentes manières de segmenter avec LinkedIn. Sur LGM, on les supporte toutes. Et on va en parler. Je vais vous parler de 2-3 approches. L'approche assez simple, qui est de dire, je vais faire une recherche de candidats par son intitulé de poste, par la boîte dans laquelle elle travaille, par l'ancienneté depuis quand il travaille dans cette boîte, depuis quand il a commencé à travailler, des choses qui, à mon avis, sont déjà employées par la majorité des gens dans cette audience. Ça, c'est une approche assez classique. Deuxième approche qui pourrait être intéressante et
peut-être certains emploient, c'est d'aller chercher une intention. D'accord? Donc l'intention, si vous avez LinkedIn Recruiter, vous avez accès à l'intention de je suis ouvert aux opportunités. Ça, c'est intéressant, effectivement. Mais il y en a d'autres des intentions. Je vais prendre un exemple simple, mais c'est un post de. Si on ouvre la page de n'importe quelle grande boîte, prenons un client de skills, un client. Vous recrutez pour ce client, vous découvrez qu'un de ces posts a eu des commentaires ou des likes. Les personnes qui interagissent avec un post de votre entreprise, les personnes qui suivent votre page entreprise, les personnes qui participent à un live comme aujourd'hui, donnent un signal fort. Ce signal, cette intention, aussi est exploitable dans votre segmentation. Allez voir aujourd'hui les personnes qui ont participé à ce live, va me garantir une audience de personnes qui ont envie d'en Exact. savoir plus sur le recrutement, sur l'IA, sur l'automatisation et sur le mélange des trois. Rebondir sur cette intention-là est beaucoup plus puissant que d'aller segmenter par job title, etc. Parce que si vous faites que par job title, vous tombez pas au bon moment. Exact. Et je pense que la raison première des vestes qu'on peut se prendre, c'est ça m'intéresse pas, je suis pas intéressé en ce moment. Mais dans 2 mois, dans 1 an, peut-être. Et donc, jouer sur les personnes qui like, les personnes qui commentent et les personnes qui participent à un événement, c'est vraiment quelque chose que vous devriez essayer d'utiliser davantage. Absolument. Bonne nouvelle, on peut le faire avec LGM. Je donne une primauté de l'information parce que normalement, on doit l'annoncer bientôt, demain en l'occurrence. Donc je te donne 24 heures d'avance, mon cher Guillaume. Mais demain, on sort donc l'ensemble de ces fonctionnalités qui vont être disponibles dans le produit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Dès demain, vous y aurez accès. Vous pourrez aller chercher les personnes qui ont participé à ce live ou liker ce post ou commenter ce post. Magnifique. Et on verra justement la transition qu'on verra après sur la création de contenu et faire le lien entre les deux. Exactement. Et ben, exactement. Première transition. Exactement. Deuxième étape. Ou tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Non? Ok. Donc, segmentation, c'est vraiment le plus important, c'est le nerf de la guerre. Et puis ensuite, il faut définir votre process de prise de contact. Le process de prise de contact, c'est pas juste un comment, c'est un pourquoi aussi. C'est pas seulement étape 1, étape 2, étape 3, c'est pourquoi vous prenez contact avec ces personnes. Il y a différentes stratégies, je suis persuadé que vous en avez déjà en tête. Moi, c'est ce dont on parlait lors de la préparation de ce live. Nous, on emploie la grosse machine pour faire tous nos recrutements et on a un scénario qui marche très très bien. Si certains de la grosse machine sont dans le live, vous avez sans doute subi ce flow dans le passé. Mais grosso modo, cette campagne qui nous rapporte à peu près 35% de réponses de manière assez uniforme. C'est beaucoup, 35% de réponses sur une audience que l'on segmente bien. On va prendre 100 personnes, 35 calls. C'est bien, tu vois. C'est plutôt sympa. Et puis surtout à globalement, des personnes qui ne te connaissaient pas forcément. Ouais, c'est ça. Et cette approche est une approche assez simple. Alors, je ne vais pas vous la montrer, alors du coup, on montrera plus tard peut-être les choses, mais grosso modo, je vais aller récupérer du feedback. Tout simplement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les meilleures personnes dans leur poste actuel, d'écrire du contenu. On fera aussi le lien encore avec la contenu. D'écrire du contenu sur le poste que je recrute. Typiquement, écrire la fiche de poste. Aller récupérer des sources annexes de gens qui m'ont dit voilà comment devrait être, voilà ce que devrait faire ton product marketing manager, ton community builder, ton machin. Et mon message est le suivant: je veux recruter ce poste, j'ai fait une fiche de poste, je me suis renseigné avec tel et tel article. Toi, tu es senior dans ton boulot, c'est ce que tu fais depuis longtemps. Est-ce que tu peux me dire si tu as d'autres sources ou si ma fiche de poste est en phase avec ce que tu fais au quotidien? Mon but, je vous le répète, ça n'est que de créer une conversation. Il n'est que là. Il n'est nulle part ailleurs. Et donc, je vais créer cette conversation en lui demandant son avis. Grâce à ce premier contact avec cette personne, souvent, on débouche sur un call pour en parler un peu plus. Je prends toutes les infos. Si la personne me semble bien, à la fin,
lui proposer, et sinon toi, ça t'intéresserait pas, me prend 1 minute et demie et m'a rapporté pas mal de gens. Mais c'est incroyable, c'est hyper important ce que tu viens de dire, c'est une approche, géniale détournée. On voit plein de messages de recruteurs et même d'entreprises, qui arrivent en mode bourrin: «Salut, on est les meilleurs, prends un rendez-vous avec moi». Il y a aucune légitimité à faire ça, alors Le qu'avant pourquoi. on est apporter de la valeur. J'adore ça. Le pourquoi avant le comment. C'est pour ça que je commence d'abord par la stratégie et ensuite, maintenant que tu as compris cette stratégie, tout devient évident. Donc je vais le demander en contact. Ma demande de contact veut lui dire, «Je recrute un PMM, j'ai besoin de conseils parce que tu es senior». J'attends 2 jours, je lui envoie un message, qui dit: «Merci, c'est sympa. Comme je te le disais, je recrute un PMM. Voilà la fiche de poste et cetera. Ce dont je parlais tout à l'heure, est-ce que tu aurais des feedbacks?» En général, ça s'arrête là parce que les gens me répondent très vite. Donc mais si jamais il me relance pas, bah, je lui envoie un message vocal parce que le message vocal marche très, très bien aussi. Donc un message vocal, vous pouvez envoyer des messages vocaux sur LinkedIn, je ne sais pas si vous le faites, certains d'entre vous le font. Mais tiens, salut Flore. Si certains le font ou pas, mais grosso modo, un message vocal sur LinkedIn, c'est de notre statistique 2 fois plus de réponses. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de recevoir des messages vocaux sur LinkedIn et donc du coup, si vous envoyez des messages vocaux, vous créez un contact qui est très différent qui, à nouveau, l'automatisation, l'IA, tout ça, ne doit jamais être visible, on est d'accord? Parce que sinon, vous êtes en train d'admettre que vous n'avez pas passé le temps que la personne en face est légitimement, peut légitimement attendre de vous. Donc un message vocal, vous restez sous le radar, ça marche hyper bien. 2 fois plus de réponses et la bonne nouvelle, c'est que la grosse machine vous permet de l'automatiser. Donc demande de contact, premier message, une relance avec un vocal. Si jamais j'ai récupéré son email, bonne nouvelle aussi, LGM le récupère. Vous allez dire que vous voulez envoyer que sur le message sur l'email perso et une petite relance qui dit: «Ça se trouve, tu n'utilises pas beaucoup LinkedIn, je me permets de te contacter par email. Comme je te le disais, je recrute, blablabla». Le pourquoi, le comment, on envoie. Je pense qu'en gros, ce genre de petite stratégie, donc penser d'abord au pourquoi, il peut être décliné dans beaucoup, beaucoup de situations. Y compris pour les prospects. Et je salue Eugénie dans le chat. On a parlé un peu de ChatGPT. J'ai vu une question, Brice, à ma droite. Est-ce que tu peux aller enrichir justement ces messages en trouvant des infos sur la personne? Est-ce que tu as des tips sur ça? Moi, C'est le Brice, c'est compliqué, c'est ce qu'on disait. Euh, alors, est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour enrichir des messages Ouais. d'approche qu'on enverrait aux candidats, c'est ça Ouais. la question? Alors, tu peux, mais par contre, ça va pas être sur le site ChatGPT, hein, mais c'est ChatGPT que tu vas utiliser avec l'API. Tu le peux et tu peux pas le faire comme ça, il faut installer quelque chose. Voilà, juste pour être très clair, hein, parce que la plupart des gens que j'ai moi en formation ont la version gratuite et voilà, il faut qu'on confonde pas tout. Par contre, si tu installes ça en cabinet, tu peux le faire, tu peux créer une automatisation qui va aller interpréter les données que tu seras allé chercher avant avec un autre outil sur LinkedIn. Et alors, je sais pas, il y a certainement des outils qui le font, qui le proposent, mais si tu veux le faire tout seul chez toi, tu peux le faire. Tu utilises un Phantom Buster, tu vas chercher les outils, tu vas chercher les profils des candidats, en tout cas des personnes, et ensuite après, tu peux créer une séance automatisée sur email, par message, en utilisant ChatGPT, qui va OK. créer un message personnalisé avec les informations qui sont présentes sur le profil. Ouais. OK. Bon, génial, c'est bon à savoir. Et donc, ouais, des conseils super pratiques, Brice, 35% de réponses sur ce message. Donc tu approches 100 personnes, tu as 35 réponses et tu arrives à recruter, énormément avec ça. Et si je reprends mes fameux calculs de minutes, parce que je suis un fric de l'optimisation du temps, si on se prend 5 à 10 minutes en cumulant chaque action par personne, c'est 35 personnes, ça m'a fait économiser, comptez le truc quoi, 35 fois 10 minutes, 350 minutes, c'est beaucoup en soi. Mmh. Donc vraiment, vraiment le focus sur, le pourquoi, Mmh. pourquoi la stratégie, mais aussi pourquoi tu le fais quoi. C'est Pourquoi ça. tu le Et fais donc pour gagner du temps. des approches, détournées dans le message. C'est un vrai conseil pour le coup, qu'on utilise aussi, qui marche extrêmement bien. Donc on vous invite à essayer à tous les chasseurs qu'il y a dans l'audience. Je sais qu'il y en a beaucoup. Heu, Mmh. on a aussi parlé de contenu effectivement, dans le ciblage. Peut-être rebondir sur les personnes qui ont interagi avec ton contenu, mais on peut se dire aussi, comment est-ce qu'on peut faire pour créer ce contenu et est-ce que l'IA, pour le coup, peut m'aider à créer du contenu et donc me différencier
face à des mastodontes qui, eux, ont une image de marque et des budgets fous. Et là, peut-être qu'on peut passer tranquillement la main au formateur ChatGPT à ma droite. Toi, tu connais bien le contenu, Brice. Par où on Ouais. commence justement pour créer ce contenu et se lancer? Alors au-delà du contenu, je vais intervenir sur tout le reste qui n'a pas été vu par Brice, dans la manière d'optimiser finalement le métier de recruteur avec ChatGPT. Donc là, pour le coup, je parle bien de ChatGPT, hein. Ouais. On va sur le site de ChatGPT, c'est accessible à tout le monde, même avec la version gratuite, qu'on soit bien clair. Et pour moi, en fait, il y a trois manières de faire. Il y a tout ce qui va être côté candidat, côté client pour les gens qui sont en cabinet, et ensuite, en effet, la création de contenu qui du coup va s'adresser aux deux cibles. Mais avant de ça, il faut faire attention à une chose parce que c'est un peu, je vais pas faire une formation de ChatGPT, mais en gros, il y a une chose à laquelle il faut faire attention quand on commence à faire ça. La première question à se poser, c'est est-ce que je suis expert ou pas de la Mmh. chose que je vais confier à ChatGPT? Mmh. Alors, par exemple, je suis recruteur, je sais écrire une synthèse d'entretien, je sais écrire une annonce d'emploi, je sais, voilà, je sais ce que c'est une bonne question d'entretien, etc. Ça, ok. Par contre, je ne sais pas faire de contenu, pas du tout. Et je me dis, tiens, je vais demander à ChatGPT de me faire du contenu. Là, je ne suis pas expert. Donc, c'est deux, voilà. En fonction de la réponse, on est soit en attente d'expertise de ChatGPT, on ne connaît pas, donc c'est lui qui va nous aider aussi. Soit on est en attente d'optimisation de son temps, on sait faire, on fait déjà, mais on veut qu'il aille beaucoup plus vite. Pourquoi c'est important? Parce que ChatGPT est extrêmement généraliste. Et d'ailleurs, la première étape d'un bon prompt, c'est de lui donner un rôle d'expert. Mmh. Donc, si on fait une annonce d'emploi, si on fait tout ce genre de documents qui vont être pour le candidat, on va lui donner un rôle de recruteur, idéalement. Si c'est du contenu, on va pas lui dire tu es recruteur et écris-moi un contenu. Idéalement, on va lui dire tu es copywriter, etc. Tu es social media manager, etc. Et en fait, pourquoi c'est vraiment important? Parce que comme ChatGPT est extrêmement généraliste, en fait, il va pas forcément produire du contenu pertinent à chaque fois. Si on n'est pas expert, on Ouais. n'est pas forcément en mesure soi-même de De valider, mesurer, oui, de relire. Il faut c'est ça. toujours relire ce que fait ChatGPT. Et en fait, lui, il est capable de dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, si on n'est pas en mesure de valider que c'est bon, ou simplement, même c'est même pas une question de est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, c'est est-ce que c'est de qualité ou pas. Lui, il Mmh. peut écrire un post LinkedIn en commençant par cher réseau. Donc, ça peut Mmh. très bien coller à sa cible, mais ça peut très bien ne Ouais, pas le faire. Donc, voilà. Et après, je peux te faire le détail, si tu veux, des différents formats, ça donnera des idées aux gens bien sûr. de ce qu'on peut faire. Donc, côté candidat, la plupart des demandes que moi j'ai de cabinet, parce que je suis plus spécialisé cabinet, c'est tout ce qui va être donc synthèse d'entretien. Donc vraiment, on a fait un entretien avec le candidat, on va écrire une petite synthèse pour présenter ce candidat. Pour le cabinet, c'est au client, idéalement, mais ça peut être aussi pour un manager en interne, etc. Ensuite, on va avoir tout ce qui est génération de questions. Donc, questions d'entretien, questions comportementales, situationnelles, questions tout simplement. L'avantage de ChatGPT, c'est qu'il va être capable de générer des questions pour des profils techniques qu'on ne Oui. connaît pas. Ça, c'est une grosse question de cabinet généraliste. Ok, je suis généraliste, je suis pas spécialisé, je recrute, je sais pas, un responsable maintenance. Bah, j'y connais rien en maintenance. Comment je fais en fait concrètement? Donc là, c'est super intéressant parce que ChatGPT va être capable de générer les questions d'entretien, un barème d'évaluation et de donner même des exemples de bonnes réponses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc en gros, on peut préparer son entretien de A à Z avec ChatGPT et c'est extrêmement fiable. Il n'y a pas de problème, a priori, il ne va pas Mmh. trop se tromper, quoi. Mmh. Ensuite, ça va être justement compréhension des métiers. Identifier les compétences connexes aussi. Voilà, on peut lui faire de l'analyse de CV et dire bah voilà, j'ai tel job, j'ai tel CV, dis-moi en fait quelles sont les compétences qui peuvent être intéressantes. Ça, il peut le faire. On peut créer des scorecards. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, côté client, on va pouvoir faire pareil, la génération de contrats clients. Alors l'idée, c'est pas de lui faire générer le contrat confidentiel, hein. Mais dans un contrat client, quand on est en cabinet, on a toute une partie, souvent, où on va présenter l'entreprise. Pour les cabinets un peu de chasse, un petit peu haut de gamme, on brosse le client dans le sens du poil, on le confirme qu'on l'a bien compris, et on fait une belle présentation de son activité, etc. Ça prend du temps, c'est des recherches, etc. Là, on fait un copier-coller de 2-3 pages du site, on donne à ChatGPT sans mise en forme, sans rien, en utilisant un prompt, et il nous ressort quelque chose d'extrêmement bien mis en forme, avec les bonnes informations au bon endroit, etc. Ensuite, écrire des annonces, évidemment, écrire des messages, des emails personnalisés, ça c'est possible. Et après, on arrive sur la création de contenu. Et en création de contenu, si on veut développer vraiment une stratégie d'inbound recruiting, on peut on peut demander à ChatGPT de faire plusieurs choses. Mmh. Donc, ça va être commencer par faire un persona. Si on est recruteur pur jus, on n'est pas bon en marketing, on ne sait pas ce que c'est un persona,
ChatGPT peut nous aider. Ensuite, création de stratégie de contenu, il peut être pertinent. Calendrier aussi, calendrier éditorial, calendrier de contenu. Et après, il peut nous aider à générer des posts LinkedIn. Mais attention, il faut avoir des bons prompts parce que c'est pas, si on lui demande juste un post LinkedIn comme ça, le résultat va pas forcément être ultra optimisé. Par contre, si on commence à avoir deux, trois petites astuces, deux, trois petites techniques, on peut très vite avoir un bon résultat. Je donne un exemple tout bête, hein. Si on lui dit rédige-moi un post LinkedIn comme ça, il va faire un truc un peu standard. Par contre, si on lui dit rédige-moi un post LinkedIn en utilisant, je sais pas, AIDA, qui est un format en marketing, tout de suite, il va être organisé, le post va être mieux organisé, quoi. Et après, voilà, Le on va cadre faire toutes les techniques. ouais. Pour rebondir peut-être sur ce que dit Mustapha sur effectivement utiliser ChatGPT pour récupérer des infos sur un profil LinkedIn, éviter les hallucinations. Donc les hallucinations de ChatGPT, ça va être quand il va, si je dis pas de bêtises, j'ai un expert à côté de moi, c'est quand il va globalement dire n'importe quoi parce qu'il a tellement d'infos qu'il va rentrer dans une voie, il va continuer, alors que c'est totalement hors sujet. Effectivement, on peut faire ça, mais également, et je pense que la grosse machine sera d'accord avec moi, attention à la surpersonnalisation des profils, parce qu'il suffit de se rater sur ne serait-ce que 5% d'une personnalisation pour que ce soit automatiquement repéré. Peut-être réfléchir dans des messages d'approche à une approche peut-être davantage détournée, un peu plus généraliste, et peut-être davantage se servir de ChatGPT, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour aller enrichir la suite des entretiens, aller récupérer des infos techniques, quelque chose, mais sur l'approche même, je ne sais pas si c'est une si bonne idée que ça de personnaliser pour personnaliser. Est-ce que je peux? Bien sûr. Juste sur l'expérience, automatisation et prospection spécifiquement. On a essayé, bien entendu, parce que nous, toujours sur LGM, sur la grosse machine, on permet de la génération de messages créés par l'IA, des messages de prospection. On s'est questionné sur justement, est-ce qu'on doit personnaliser chaque personne ou bien juste aider à passer le cap de la page blanche? Ce qui sont deux problèmes totalement différents. Passer le problème de la page blanche, oui, on doit l'aider. Et ça, ChatGPT le fait très bien. D'accord? Si on lui fait, comme Brice l'expliquait, un bon prompt, on lui dit bien agis en tant qu'expert de blabla, et qu'on fait les choses correctement, alors oui, on aura un contenu qui sera OK. Pour autant, est-ce qu'on doit faire en sorte d'avoir un message qui soit intégralement généré par une machine? Non. C'est une vraie question. Ouais. Pour l'instant, notre cause, c'est non. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec des messages, donc ce qu'on appelle des icebreakers dans notre jargon de la prospection, le message qui va briser la glace, la première ligne après le bonjour prénom, la première ligne qui va faire le lien entre, qui va expliquer pourquoi je te contacte, tout simplement. Pourquoi je te contacte et pourquoi est-ce que je suis en train de te déranger dans ton quotidien avec un message. Cet icebreaker-là, le générer. Donc la bonne idée, ça pourrait être de se dire, on va aller récupérer le profil LinkedIn, enrichir le profil LinkedIn et comprendre de ce profil LinkedIn pourquoi. Et ben, faire comme ça, tu te retrouves avec de la... Je suis sûr que Brice saura faire mieux que moi là-dessus, mais pour l'instant, de la bouillie. C'est des trucs qui veulent rien, qui n'ont aucun sens, aucun intérêt. Ça va être tout le temps la même chose. Je vous félicite pour votre dernier post. J'ai vu que vous aviez changé de boulot. J'ai vu que si... Franchement, tu reçois 15 messages comme ça par semaine. On s'en fiche, quoi. C'est un peu d'humain. Peut-être qu'on pourrait débattre un peu de ça, mais ChatGPT est super pour générer quelque chose, pas pour créer quelque chose. Et donc, du coup, si jamais tu n'as pas mis de créativité dans ton prompt initial, tu n'auras pas de génération de contenu qui sera elle-même créative. Or, vu que tu veux scaler quelque chose à grande échelle et trouver des raisons de prendre contact différentes selon la personne, ton prompt, moi je ne sais pas faire un prompt aussi compliqué que ça pour l'instant. Et puis même... Je peux répondre? Oui, bien Oui, sûr. bien sûr. Juste pour rebondir, parce que En fait, c'est une vraie question, entre générer et créer, est-ce qu'il faut laisser à l'IA le soin de créer les messages d'approche à 100%? Je suis pas sûr. Je te laisse avec ça. Juste, en fait, moi, ma vision de la chose, c'est que... Alors, je suis pas un spécialiste de la prospection. Dans le binôme avec Jérémy, c'est Jérémy qui est clairement le boss sur la prospection, l'automatisation de campagne, etc. En fait, ma vision, ayant fait du recrutement et donc ayant cherché énormément de profils, etc., c'est que rien ne battra une bonne segmentation en fait de la recherche déjà. Si on a une recherche qui est extrêmement bien segmentée, on n'a pas besoin finalement de personnaliser puisque la personnalisation on l'a faite au niveau de la segmentation. Je vais vous donner un exemple tout bête de vraiment du travail de fourmi à la mano que je faisais sur LinkedIn Recruiter. Mais en gros, moi, je faisais des recherches et à un moment donné, je séparais en fait entre au niveau localisation, je séparais, ça dépendait du type de recherche, mais des fois, j'ai des postes, c'était un peu ouvert.
Et en fait, je séparais et je me disais vraiment ça. À l'époque, je n'étais pas du tout dans la création de contenu ou l'IA ou quoi que ce soit. Et je me disais, OK, il faut que j'arrive à un niveau de segmentation où mon critère de segmentation, c'est ma personnalisation de message. Donc en gros, si je peux personnaliser au niveau de la ville, bah, je vais sortir un truc tout bête sur la ville, sur la région, n'importe quoi, juste pour que la personne se dise, au moins il sait où j'habite, ou, voilà, etc. Tout bêtement, quoi. Ça peut être, je sais pas, alors j'ai plus en mémoire, parce que ça fait longtemps, mais sur LinkedIn Recruiter, je sais plus si on peut séparer en homme-femme, je me rappelle plus. Mais de mettre un Tu sais, message entièrement féminin ou entièrement masculin, en fait, ça change tout, parce qu'une femme qui reçoit un message où tout est au masculin, et des fois, c'est moins chiant de faire la segmentation que de réfléchir à comment je peux parler pour éviter le masculin et le féminin sur chaque mot, tu sais. C'est ça. C'est compliqué, quoi. il y a même des gens qui font des segmentations par prénom. Alors c'est totalement extrême, mais tu vois qu'ils vont jusqu'à prendre tous les Oui, briefs si et la faire un liste est message assez sur les briefs. grande, bien sûr. Ouais. 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 Non, mais voilà, il y a plein de manières. Donc ça battra jamais. Après, euh, encore une fois, on parle de manière ultra théorique, donc ça dépend de chaque contexte, évidemment. Après, il est possible, théoriquement, après, il faut voir aussi pour le scaler, puisqu'après, c'est des requêtes qu'on envoie à ChatGPT, donc il y a ça aussi. Après, sur un icebreaker, on peut envoyer dans un même prompt plusieurs profils, plusieurs informations, il peut générer plusieurs. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est possible de générer un message qui est extrêmement bien personnalisé au-delà de trucs entre guillemets standards, etc. Ça, c'est possible. Mmh. Après, si la recherche est extrêmement bien segmentée, bah, du coup, la personnalisation avec l'IA devient beaucoup plus simple parce que du coup, on est quand même sur un groupe très homogène. Et là, on peut vraiment avoir quelque chose de très intéressant. Donc, si ça devait le justifier, et c'est ça la vraie question en fait, si ça devait le justifier, ce serait possible d'avoir un truc qui est très performant, avec un bon prompt et une bonne segmentation. Mais j'ai envie de dire, si tu as une très très bonne segmentation, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller ajouter cette étape Exact. extra qui va apporter beaucoup de problèmes d'un point de vue opérationnel parce qu'après, il y a les requêtes à l'API, il y a tous les problèmes de génération de contenu qu'on peut avoir, etc. Et, voilà, et quelle est la taille aussi? Tu envoies un message à 500 personnes ou à 50 000 ou à 5. En fait, c'est ça. Et à quel point tu vas répéter ça, en fait? Tu sais, c'est un one-shot ou est-ce que c'est toutes les semaines de l'année, quoi? Donc, Mmh. il y a tous ces paramètres à prendre en compte. Mmh. Et on a une super question de David qui nous demande, on parle beaucoup de LinkedIn, mais quid des autres CV Tech, etc. C'est vrai qu'on parle beaucoup de LinkedIn parce que c'est là où tous les candidats sont, mais effectivement, on peut toujours trouver des moyens d'aller récupérer les infos sur du Indeed, de l'APEC, tout ça. Ça va juste être techniquement plus compliqué, même s'il y a des outils qui existent. Mais en tout cas, pour parler de la grosse machine notamment, on peut bien sûr envoyer un mail plutôt qu'un message sur LinkedIn, sous réserve qu'on a le mail de la personne. Je sais pas si ça répond à votre question, David, du coup. Et alors, d'expérience d'ailleurs, sur le format mail, Ouais. c'est plus simple de faire de l'hyper-personnalisation, simplement parce qu'en fait, on a plus de marge de manœuvre. Sur un message d'approche, c'est extrêmement difficile d'être pertinent sur une phrase d'icebreaker Mmh. sans que ça sonne faux. Ouais. Alors que ça peut paraître bizarre, hein, mais si on donne plus on donne de possibilités, plus on donne comment dire, de mots, littéralement à ChatGPT pour faire quelque chose, plus il va avoir la capacité de choisir s'il fait plus ou moins court. Et là, je parle à l'échelle d'un email, hein, pas à l'échelle d'un livre. Hein. Mm. Plus on va lui réduire le nombre de mots, et sur un icebreaker, on n'a pas envie qu'il fasse un paragraphe, parce que la personne, juste, ça va la saouler. Bah, en fait, plus il va devoir faire avec ce qu'il a. Donc, générer un message différent, personnalisé, avec des informations différentes pour tout le monde, avec un certain nombre de mots, en fait, c'est normal que des fois, ça marche pas, quoi. Et des fois, la solution, c'est juste de rajouter un tout petit peu de mots, et ça change tout. Donc, juste un message pour les gens qui tentent de faire ça. Peut-être juste des fois, au lieu de lui dire réponds en moins de 30 mots, dites-lui répondre en moins de 60 mots et ça sera juste de meilleure qualité. Parce que des fois, Mmh. c'est juste ça. Parce que même nous, hein, moi, tu me demandes de dire un truc en moins de 30 mots, en moins de 60 mots, moins de 60 mots, ça va me faire un peu respirer, tu vois. Parce que sinon, ChatGPT peut juste pas, quoi. Donc, mais c'est possible, par contre. Et Oui, mais regarde, vas-y, Brice, pardon. est-ce qu'on serait à l'aise avec le fait d'envoyer sans contrôler? Moi, non. À nouveau, je comprends que l'on puisse techniquement l'automatiser, et bien entendu, je suis sûr qu'on peut. Mais est-ce que tu serais à l'aise? Et est-ce que tu penses que le taux d'erreur, c'est de la vraie discussion, hein, est-ce que le taux d'erreur, le taux de choses qui vont être nulles, ne va pas être trop important pour le gain que tu vas avoir? Pour moi, ça vaut pas le coup, Mmh. très clairement. Oui, mais c'est ça, ce que je disais, hein. C'est un vrai choix au niveau de l'exécution. Quel est ton intérêt, quoi? Est-ce que vraiment ça, t'as besoin d'automatiser? Je pense que c'est une question à plusieurs paramètres, en fait. Il y a pas une réponse. Mais pour moi, oui, le plus efficient, c'était la segmentation des profils. Ça, Tout à c'est fait. clair.
Ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il y a même une possibilité d'automatiser la segmentation des Et profils. Et tu as tout à peut-être fait, intérêt à plus automatiser ça que le exactement. message. Et tu vois, exactement, tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le thème, peut-être qu'on ferait une autre session là-dessus, mais parler de la segmentation et de ChatGPT, moi, ça m'intéresserait beaucoup. C'est-à-dire que réussir au sein d'un univers adressable fini, à ce que ChatGPT me dise, voilà, celui-là et celui-là et celui-là sont homogènes, pour moi, serait beaucoup plus pertinent que d'écrire les messages Alors complexes. sachez qu'il existe un outil qui fait un peu ça, qui s'appelle Limia, qu'on aime beaucoup en fait, qui va aller identifier dans son vivier, dans son ATS de candidats, Mm. sur la base des candidats qu'on connaît déjà, il va aller identifier dans son ATS les candidats qui lui ressemblent le plus. Par exemple, j'ai envie de recruter un top commercial. J'ai déjà un commercial en tête et donc je vais aller sur le profil LinkedIn du commercial, je vais cliquer sur le bouton Limia, il va me proposer les 10 commerciaux qui ressemblent à ce commercial idéal que je connais déjà, qui sont dans mon ATS, et plutôt que de relancer une recherche chaque fois, plutôt aller reprendre contact avec quelqu'un qui est déjà dans ma base, avec qui on a déjà parlé. Ce qui rejoint aussi la rencontre, plutôt que passer du temps à rechercher en permanence. Et alors, si je devais faire un outil qui fait ça, la manière de faire, en fait, le problème de ChatGPT, c'est qu'il ne faut pas le surcharger. Si on part de zéro et qu'on lui donne toute la data de notre base de données, évidemment, ça va être très, très long, très compliqué, etc. Mais ça va être long. Par contre, si à chaque fois qu'on intègre un candidat dans une base, on fait passer son CV de manière automatique par ChatGPT ou par une autre IA, hein, pas beaucoup ChatGPT, mais l'idée, c'est vraiment de passer par une IA générative qui va analyser, etc. Elle peut générer automatiquement des mots-clés, des tags, des critères finalement qu'on va pouvoir ensuite générer. Tous les trucs qu'on remplit à la mano dans certains... Moi, c'est ce que je faisais, hein, je remplissais à la mano. Tout ça, en fait, tu peux le faire. Et du coup, après, ensuite, à ChatGPT, on va pas lui faire gérer la base de données de CV, on va lui faire gérer tous les critères finalement qui ont été gérés. Donc, c'est beaucoup moins de mots. Pour un CV, on va avoir peut-être une dizaine de mots maximum. Et avec ça, il peut faire un premier tri ultra efficace. Et ça, ChatGPT peut le faire sans aucun problème. On lui dit, OK, je donne un job spec, trouve-moi les CV pertinents. Il va générer automatiquement les mots-clés pertinents pour cette job spec et il va se dire, OK, bon, c'est à peu près ça que je cherche. Il va dans la base et ensuite, il fait un premier tri à la louche, on va dire, juste sur ces mots-clés. Et après, on voit le nombre de CV qui restent. Mais Mm. ça, c'est évident que si ça n'existe pas, ça va exister largement. C'est pas compliqué à faire ça. Génial. Je mets le lien vers ta formation de ChatGPT, parce que tu es surtout formateur, Brice. Si ça vous intéresse de creuser ce sujet de ChatGPT, prompting, formation, n'hésitez pas à scanner le QR code et je vais vous le mettre aussi dans les commentaires. Euh, on a parlé un petit peu de contenu, effectivement, on a parlé de segmentation, c'est encore plus chouette quand on arrive à segmenter les personnes qui ont liké un post, assisté à un live, tout ça. Est-ce que vous utilisez ChatGPT aujourd'hui pour produire ou vous aider à produire votre contenu sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou autre? Moi ou l'audience? Bah vous déjà, et c'est vrai que c'est une bonne question à poser à l'audience aussi. Et je mets le lien. Euh, Alors moi, oui, 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 je le fais pour deux raisons en fait. Je le fais pour une raison de recherche, puisque je propose une formation notamment sur du marketing et de la création de contenu. On est beaucoup sur l'inbound. Donc évidemment, je le fais, je teste beaucoup. Et l'idée, j'ai créé, là, il y a des GPT qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc les GPT, c'est un peu des assistants qu'on peut programmer pour simplifier dans ChatGPT. Et j'en crée évidemment pour créer du contenu. Donc c'est d'autres challenges, etc. Donc oui, je le fais à plusieurs niveaux, ouais, bien sûr. Moi aussi, mais je pense que c'est vraiment, je vois des ponts incroyables entre l'automatisation et l'IA. C'est-à-dire que si tu es déjà fan d'automatisation, c'est évident que tu baignes depuis un an dans l'IA. Moi, je m'en sers pour tout. Tout à l'heure, Flore mentionnait rédiger les, les fiches de poste, bien entendu. Parce que comme l'a dit Brice, moi je ne suis pas un expert si j'étais déjà expert, j'embaucherais pas sur ce poste en fait. Donc j'embauche des gens dont je ne connais pas les compétences. Donc j'écris beaucoup avec ChatGPT pour prendre des compétences, pour comprendre un peu mieux. Et puis aussi mes posts LinkedIn, bien entendu. L'idée c'est que, je ne sais pas comment fait Brice, mais moi je fais d'abord un draft, mais le plus rapidement possible en 3-4 minutes. Et que je lui demande plutôt de m'aider à le rendre plus actionnable, plus engageant, Plus fluide. plus X, plus exact, plus ouais, voilà. En fait, et ensuite à le mettre en forme. Mais disons que je crée, il génère.
Vraiment, je tiens vraiment à cette distinction. Donc, c'est moi qui suis aux manettes, quoi. Tu t'en sers pas forcément pour de l'idéation, si je comprends bien? Pour les fiches de poste, je t'ai dit que si, au contraire. Oui, ça Mais pour les posts, non. Pour les posts, non. Pour Et l'idéation, oui. Malheureusement, j'ai pas d'autres sources, donc oui. Pour les fiches de poste. Pour les posts LinkedIn, non. OK. Pas pour l'idéation. Et Brice, à ma droite, est-ce que tu as des tips, toi, de rédacteur, toi, que tu utilises pour rédiger, des posts et les améliorer? Alors, si on est vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a, Qui se trouvera dans la il va y formation. avoir ouais, il va y avoir la génération d'idées, il va y avoir la génération de posts. Euh, dans les deux cas, le meilleur conseil que je puisse donner de manière un peu générale, c'est de donner une méthode à ChatGPT pour mieux réaliser la tâche. Donc, je vais donner deux exemples. Le premier, c'est pour la génération d'idées. On peut, si on lui demande des idées de contenu, on lui donne des informations sur nous, il va évidemment donner des idées de contenu. Par contre, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, je ne vais pas tout dire parce qu'on va pas avoir le temps, mais un truc tout bête, par exemple, c'est de lui dire, bah voilà, il y a une méthode pour générer des idées qui s'appelle les méthodes des 4 A, donc actionnable, analytique, aspirationnel, etc. Bah, en fait, c'est un modèle finalement pour générer des idées. Donc il y a 4 grandes catégories. Pour chaque catégorie, il va y avoir des formats de contenu, d'accord? Et donc là, si on lui donne ça, il va nous générer des idées déjà de manière ultra structurée et forcément des idées très différentes à chaque fois. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on peut lui donner des modèles. Donc, on peut lui donner un modèle, par exemple. On va dire, ouais, mais tes idées, parce que souvent, quand il génère une idée, il va générer une idée qui est vraiment, c'est plus une espèce de thématique qu'une vraie idée de contenu. Donc, la manière de faire, c'est soit on lui explique comment faire une accroche, ça on peut faire, mais c'est pas forcément évident, mais on peut faire, ça a des résultats qui sont plus ou moins bien. Soit simplement, on lui donne des modèles. Donc, on lui donne une liste de 50, 100, peu importe, d'accroches. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, ça peut être une quinzaine. Et on dit, bah, génère tes idées en t'inspirant de ces modèles d'accroche qui, elles, bah, sont intéressantes. Et là, en fait, tout de suite, on va avoir des idées qui vont être générées avec un format d'accroche de post LinkedIn, donc avec un angle qui va être vraiment intéressant. Et voilà, et après, donc ça, c'est juste pour la génération d'idées. Ensuite, pour la génération de posts, c'est un peu la même chose, en fait. On Oui. va lui donner des techniques, des méthodes, des modèles. La méthode la plus simple, si vraiment quelqu'un ne sait pas écrire, d'accord? Il arrive sur LinkedIn, il dit, je connais pas ChatGPT, je sais pas écrire de post LinkedIn. Il y a rien, quoi. Il y a zéro. La méthode la plus simple, c'est d'être sur LinkedIn et de se dire, ah tiens, ce post-là, il est bien écrit, j'aime bien, etc. En fait, c'est prendre ce post et de dire à ChatGPT, OK, moi j'ai envie d'écrire sur telle ou telle thématique, telle idée, machin, etc. Et on peut même lui expliquer, hein, je ne sais pas écrire de post LinkedIn. J'en ai trouvé un que j'ai trouvé intéressant. Écris un post LinkedIn en suivant le même modèle que ce post. Et il y a de fortes chances que le post qui soit généré sera mieux écrit que s'il avait choisi comment l'écrire. Donc ça, voilà. Après, il y a évidemment des manières beaucoup plus complexes, entre guillemets, de le faire. Mais la base de la base, c'est ça, en fait. C'est de dire, je sais pas écrire, je sais pas quoi dire à ChatGPT. Voilà, tout bêtement, déjà de commencer par là. Ou après, mais il faut avoir des petites connaissances, c'est de lui dire, bah, génère un post avec tel ou tel format marketing. Et le vrai tip, c'est que souvent les gens disent, ouais, mais moi je connais pas les modèles. Ah, mais il faut demander à ChatGPT. En fait, c'est l'intérêt de ChatGPT, c'est qu'en fait, on peut lui demander à chaque étape comment faire la suivante. Et donc, si on ne connaît vraiment, vraiment rien, on peut à chaque fois lui poser la question. On peut même lui demander de nous poser des questions. Oui. Moi, je m'en sers beaucoup de C'est ça. ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis que tu ne sais pas et que tu ne sais même pas par où commencer et que tu aimerais qu'il te pose des questions. Il va te poser des questions, c'est lui-même qui va répondre tout Tu seul vas à faire sa le propre travail de prompting finalement. Ouais. Ouais, ça c'est une très très bon conseil que j'ai oublié de donner et c'est vrai que c'est la base de la base, c'est de lui dire ne réponds pas tout de suite, pose-moi toutes les questions nécessaires pour pouvoir mieux me répondre. Et en fait, on inverse les choses et en effet, ouais, à chaque fois, il va poser les bonnes questions et les résultats après sont 10 fois plus pertinents. Ouais. Ça c'est clair. Complètement. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long, mais pour l'avoir fait aussi, on gagne en précision, en fiabilité et bien sûr quand même repasser derrière. Je sais pas pour vous, mais moi je rédige pas quelque chose sans avoir revérifié derrière. Alors, il y a un autre tips que je Ouais. peux donner, qui est tout bête. Là, c'est des petits conseils actionnables tout de suite. Alors moi, j'utilise beaucoup la version payante. Je pense que sur la version gratuite, ça peut marcher aussi. Mais de toute façon, ça fera que des meilleurs modes. Donc, il y a deux tips. Allez, le premier, c'est les instructions personnalisées. Si vous avez la version gratuite, allez dans vos paramètres. Vous allez voir instructions personnalisées. On va pas avoir le temps d'en parler plus, mais allez voir ce que c'est. Utilisez-les. Déjà, voilà, vous aurez de meilleurs résultats. Et la deuxième chose, c'est
Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Mince. Bon, c'est pas grave. Tant pis, j'ai donné moi un tips, donc Ça si ça me marche. revient, je te couperai, mais j'ai oublié Mais ce que je voulais dire. n'hésite pas. On avait une question de Flore, pardon, pour rappeler à partir de combien de personnes contactées ou un volume de recrutement, c'est pertinent d'automatiser? Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Pour moi, c'est pertinent à partir du moment donc déjà, ça n'est pas pertinent quand ton univers adressable, donc le vivier de candidats potentiels, est trop restreint, Ouais, d'accord? Par contre, à partir du moment où, ton vivier, donc ton univers adressable est large, je prends juste mes calculs de base, faire le premier message et les suites, créer la séquence, créer la segmentation. La segmentation, de toute façon, tu vas devoir le faire. Donc, créer la séquence, on va dire. Créer cette séquence te prendra approximativement, tu démarres, donc tu démarres, tu galères un peu au début, je peux comprendre tout à fait, disons peut-être 45 minutes la première fois. Je sais pas combien de temps tu as mis, Guillaume, la première fois, mais peut-être entre 30 et 40 oui, minutes. c'est ça, le plus long est le début, en fait, hein, finalement. Ouais, la deuxième, moi je mets 10 minutes hein, pour créer une campagne. Donc disons 45 minutes la première fois. À partir du moment où ces 45 minutes sont rentabilisées, ben, faut le faire. C'est-à-dire que si on se dit que par candidat, on a 5 minutes à passer, juste 5 minutes, d'accord, avec le lancement, les follow-up, trouver l'email, blablabla, là, ben, en fait, avec 45 minutes, ça veut dire 9 candidats. Ouais, C'est aussi bas que ça. C'est-à-dire que dès 9 candidats, c'est rentable. Donc, en fait, il faut vraiment voir ça comme c'est une autre manière de travailler. Ça n'est pas, ça ne remplace pas votre manière de travailler dans le process, mais on arrête de penser, ouais, je vais juste le faire à main parce que je vais gagner du temps. Bah, en fait, non. exact. Petit à petit, tu fais que des choses qui sont tout le temps les mêmes. C'est dommage. Dommage. Donc, la réponse n'est pas aussi blanc-noir, mais je dirais ouais, une dizaine, quoi. Une dizaine de personnes. Génial. J'ai retrouvé. C'est grâce Ça à va prendre deux ChatGPT secondes. pour C'est très rebondir, simple. C'est Laurent? ultra simple. Ouais, c'est ultra simple. C'est en gros, faites intervenir, dites à ChatGPT, au lieu de lui donner le rôle d'un expert, dites-lui, voilà, tu vas prendre le rôle de trois experts, par exemple. Plus après, ça peut être un peu le bordel, mais trois experts. Et vous choisissez trois experts qui sont complémentaires. Et vous lui dites, OK, chaque expert va donner son avis, va analyser la réponse des autres et va donner son avis, son feedback, faire des remarques, etc. Et faites-les intervenir les uns après les autres. Et en gros, c'est tout. Et en gros, le premier va générer une réponse, le deuxième va analyser cette réponse, va faire son feedback, ses remarques, le troisième, etc. Et en fait, ça, c'est fou, hein, mais ça a de bien, bien, bien meilleurs résultats. Donc, vous allez avoir trois points de vue différents et ça marche très, très bien. OK, j'essaierai celui-là, je connaissais pas. Merci à vous 2. On commence à arriver à 58 minutes. Moi, je passe un super moment, mais on va devoir bientôt conclure, malheureusement. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose qu'on aurait oublié avant de passer à la conclusion ou pas? Tu Il y consultes en a mes notes? beaucoup. Il y en a beaucoup, mais Il y a beaucoup de choses on dont on va faire une pourrait. partie C'est 2, un hein, sujet dont on pourrait parler pendant une journée ouais. entière. Je pense qu'en une heure, c'était intéressant les sujets dont on a parlé. J'aimerais bien d'ailleurs avoir une autre discussion avec toi, Brice, sur d'autres sujets. Ouais, Mais faut qu'on grosso se modo, donne rendez-vous. ouais, carrément. Euh, non, mais si je dis juste pour conclure, le point à retenir pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est n'automatisez pas ce que vous feriez pas à la main et arrêtez de refaire à la main ce que vous faites 3 fois. Ouais. Voilà. Et alors moi, j'ai aussi le conseil, un bon conseil qui est qui est complémentaire avec le tien, c'est soyez bien conscient si vous êtes expert ou pas, si vous êtes en capacité, en fait simplement, est-ce que vous êtes en capacité de manière autonome de juger de ce que ChatGPT vous donne, quoi. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier le fait que c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse, peu importe ce qu'il va faire. Soyez conscient de ça. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais au moins, soyez bien conscient de ça. Posez-vous bien la question. Parce qu'on part du principe que ChatGPT est super intelligent et on est bluffé des fois par ce qu'il va dire. Des fois, on se rend compte que c'est faux. Mais le danger, c'est pas ça, en fait. Le danger, c'est qu'on se rend pas compte que Ça. c'est faux. Et là, parce que forcément, par définition, on va pas s'en rendre compte. Donc, si vous êtes dans un domaine où vous n'êtes pas capable d'avoir cette validation, attention. Attention à bien vérifier, à prendre, voilà. Faut, faut, faut- il faut faire attention à l'utiliser dans ce cas-là, quoi. Voilà. Merci à vous 2. Moi, peut-être que je terminerai en disant qu'il y a pas besoin d'être à jour avec les X outils qui sortent tous les jours. Bien maîtriser
son automatisation de son approche, sa segmentation, son message détourné et effectivement avoir des bases de ChatGPT et s'amuser avec, ça suffit largement, pour aller, au-delà et avoir des vrais résultats, comparé à ceux qui ne le font pas. Et je vois qu'on a Ouais, une question sur ouais. LGM de Edia. Je te laisserai, Edia, peut-être recontacter Brice ou ton équipe pour, Ouais, bien sûr, bien sûr. où est-ce Avec qu'on plaisir. peut où est-ce qu'on peut vous contacter d'ailleurs? Je vois les coordonnées, les demandes de coordonnées qui arrivent. Brice, Brice. Alors, moi, je suis simplement, parce que là, on est sur LinkedIn, le plus simple, c'est simplement de m'envoyer un message sur LinkedIn. Alors, j'ai plus de 1000 invitations en attente, donc ne m'envoyez pas un message dans une invitation, puisque je vais le voir dans 6 mois, je pense. Donc, je vais essayer de rattraper mon retard, mais envoyez-moi un message sur LinkedIn, et là, je vous répondrai sans problème. génial. En bon adepte de l'automatisation, je n'ai pas une seule invitation en retard. Je ne vous laisse pas deviner si oui ou non j'ai vraiment accepté ou si un bot l'a accepté pour moi. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez me demander en contact et vous pouvez également m'envoyer des messages exactement de la même manière que Brice l'a décrit à l'instant. On est sur LinkedIn, profitons-en. Restons sur LinkedIn. Merci à vous deux, merci à tout le monde dans l'audience. C'était le 26e dernier live de Skills pour cette année. Wow. Ouais, on va Impressionnant. Bravo. merci beaucoup. Cet après-midi, on annonce notre prochain live, donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la page Skills. On va parler de rémunération. On a invité un super partenaire, Ravio. On va parler des tendances de rémunération dans la tech en 2024. Donc si vous êtes candidat, si vous êtes recruteur, si vous êtes juste curieux, on pourra vous envoyer le lien en prio. Merci encore tout le monde. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, en tout cas c'est mon cas, donc je me souhaite bon appétit. Et dis-moi. Guillaume, Edia demande les noms de nos noms respectifs. Mais en fait, on n'est pas participant Ah, sur on a l'événement, des je pense, hein. effectivement, qui On s'affichent. n'est pas participant sur l'événement? Je suis pas sûr, je vous les mets en commentaire, mais sinon c'est Brice Trofardi et Brice Morin. Hop, je vous les mets ici. Et globalement, voilà. Effectivement, Désolé de t'avoir coupé sur ta conclusion. non, mais j'avais fini de toute façon. Écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon app et à très vite. Merci Guillaume. beaucoup. Bonne Merci journée à Brice. tous. Merci à vous. Salut à Au tous. revoir. Ciao.